Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne pause déjeuner. Tout d'abord, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour cet après-midi dédié à une thématique essentielle qui est le parasport. Cette table ronde s'inscrit dans la continuité de notre séminaire qui explore les multiples facettes de l'activité physique adaptée et nous nous concentrons cet après-midi sur la place de l'enseignant APA dans le domaine du parasport. Avant de lancer les discussions, il nous semble important de poser quelques repères pour bien comprendre les termes que nous utiliserons lors de cette table ronde. Selon la définition officielle du ministère de la Culture, quand on parle de parasport, on fait référence à l'ensemble des activités sportives adaptées aux personnes en situation de handicap, que ce soit dans un cadre de loisirs ou de compétition. Donc, ces pratiques concernent donc à la fois le handisport et le sport adapté. Le sport adapté concerne spécifiquement les personnes en situation de handicap mental et psychique, alors que le handisport concerne les personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Ces distinctions faites, je vous invite à profiter pleinement de cette table ronde qui, je l'espère, sera une très belle occasion de partager des idées, d'échanger des expériences et de faire émerger des pistes d'action concrètes. Je passe maintenant la parole à mes collègues Louane et Redouane qui prendront le relais pour animer les discussions. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons une excellente table ronde. Tout d'abord, merci Jeanne-Marie pour ce beau discours. Avant de commencer, je vais demander aux intervenants de se présenter brièvement. Pour cela, vous avez le micro qui est juste ici. C'est moi qui commence donc. Donc, moi je suis en bas à gauche de l'image, Baptiste Dudognon, directeur des sports de la ville de Cesson-Sévigné. Floriane Livet, enseignante en activité physique adaptée en IME à la DAPEI sur Nantes et présidente de Baskin France. Michèle Sévin, donc ancienne présidente du comité départemental handisport 35, ça fait 15 jours que j'ai laissé le poste, et vice-présidente au niveau régional encore, et ancienne sportive de haut niveau en tennis de table. Moi, c'est Lénaïque Morin, je suis athlète en para-badminton, athlète paralympique. J'ai été 4e aux Jeux paralympiques de Tokyo en double dame. Bonjour, moi je suis en haut à gauche, du coup Loris Dufay. Je suis entraîneur adjoint de l'équipe de France de para-badminton et donc entraîneur aussi de l'ENA. Et je suis passé par STAPS Rennes, licence APA et Master 1 APPCM. Bonjour, Nicolas Brunet, donc je suis le président de la Ligue de Bretagne du sport adapté ainsi que le président du comité départemental 35 sport adapté. Et j'ai moi aussi une licence en activité physique adaptée faite à Saint-Brieuc en 2013. Voilà. Merci beaucoup. Et donc pour vous expliquer grosso modo comment va se passer l'après-midi, dans un premier temps, on va faire un Woo Clap. Donc en gros, c'est un site internet qui nous permet de vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre. Et donc ce sera des oui ou non. Et pendant ce temps-là, les intervenants pourront, eux, répondre avec les petites fiches qu'il y a devant vous. Donc il y a oui ou non de chaque côté de la fiche. À partir de ces questions-là, on va voir lesquelles font plus débat, lesquelles il y a le plus d'écart entre les oui et les non. Et on va donc discuter sur les différents points de vue de chaque personne. Donc ça va être la deuxième partie de l'après-midi. Et la troisième partie, donc ce sera après 16h. On aura une partie où on va aller faire des activités sportives donc de parasport, qu'on vous expliquera. Donc il y aura du volley assis, du goalball et du basket fauteuil. On vous fera découvrir ça par la suite. Et donc là, du coup, on va commencer par le Woo Clap. Donc les différentes questions qu'on va vous poser. Vous pouvez scanner le QR code qui est ici. Et du coup, ça nous permettra de voir les différentes réponses que vous pouvez nous apporter. Hop. Ouais, c'est ça. Ils sont 41 déjà. Ils sont 41 déjà inscrits. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez pu scanner le QR code? C'est bon? Allez. Et du coup, les questions ils vont être mises là? C'est eux qui vont... j'attends que...
On se dit dans 2 minutes? Non, dans 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Ok, donc à 40, on peut commencer. Du coup, ouais, je vais là. C'est ok pour vous la régie? Ok. Oui, en fait, il ne voit pas les questions. Non, c'est pas grave, tu vas les poser là. Tu l'as dit de toute façon. Du coup, on peut commencer. Donc, première question, le métier d'enseignant d'activité physique adaptée est-il aujourd'hui assez reconnu? Vous pouvez mettre vos réponses voilà. Direct. Ouais, direct. Comme ça. Ça, c'est une question générale. C'est une question générale. De quoi? De parler à chaque fois dans le micro. Oui, oui. Bon, là, ça va. C'était pas... On peut passer. Ça ne fait pas débat, mais question. c'était pas le but. C'était... Ok, très bien. Bon, bah, celle-là, elle fait pas trop débat, on s'en doutait un peu. Du coup, la deuxième question, c'est pareil, elle fera, je pense, pas trop débat. Ça va être, faudrait-il revaloriser le salaire de l'enseignant en activité physique adaptée? Ouais. Ça dépend. Après, en tout cas, on pourra débattre par la suite. On va revenir après derrière Ouais. sur les questions plus spécifiquement. Ouais, c'est ça. Comme il voulait. 39 sur 59. Genre quand il y a... Ouais, c'est marrant. on attend qu'il y a en 55. Et puis après, voilà. N'oubliez pas sur le WooClap de bien valider. Souvent vous répondez, mais des fois on oublie de valider. Pour que ce soit affiché, il faut qu'on valide. Donc là, on peut voir que tout le monde est d'accord. Ouais. On va pouvoir passer à la troisième question. Un enseignant d'activité physique adaptée peut-il réellement contribuer à l'autonomie des athlètes en parasport? Un enseignant d'activité physique adaptée peut-il réellement contribuer à l'autonomie des athlètes en parasport? Celle-là, elle est intéressante, je pense. Je pense que c'est ça. C'est justement. Est-ce qu'il y a... Je pense pas qu'ils peuvent. Et si ça suffit, ça même, c'est un peu le truc. Ouais. Question suivante. Donc c'est, est-ce qu'un enseignant en activité physique adaptée dans le parasport, est-ce que c'est son rôle de s'inspirer des protocoles classiques des sportifs de haut niveau? Donc comme le suivi nutritionnel, les stratégies de récupération, l'entraînement intensif, etc. Est-ce que c'est plus son rôle d'utiliser tout ça? Redire la question? Est-ce que l'enseignant a pas, dans le parasport, il doit s'inspirer des protocoles classiques d'entraînement de haut niveau? Il y a que le risque. 48, ok, d'accord. Ça, comment ça fait vraiment débat. Ouais. On passe à l'autre question. Ok. Prochaine question. Un enseignant d'activité physique adaptée doit-il se baser plus sur le côté santé et bien-être dans la préparation de l'athlète Ou la performance. ou de la performance? Oui pour plus santé. Ou oui, ou du coup non pour plus perf. Sinon ça marche pas. Enfin, sinon il faut pas répondre.
tout le monde dit Wi-Fi. Celle-là, je pense qu'elle est vraiment importante. C'est la plus importante. Bon, là, celle-là, elle va pas débattre. Elle va faire de débat, je pense. Est-ce que pour vous, la collaboration entre un enseignant en activité physique adaptée, un préparateur physique et un kiné, elle est essentielle pour optimiser le suivi des athlètes en parasport? Je pense qu'il n'y a pas trop de débat de toute façon. Oh, celle-là, elle fait pas trop de débat. Ok, Il y en a ok. qui disent non quand même. Hein. Non, ok. Peut-être. Ouais. Il y en a que un. Ouais, que un. C'est libre, ouais. Ouais, peut-être. Bon, allez, on passe. Ok. Prochaine question. Faudrait-il une formation spécifique au parasport pour les enseignants en activité physique adaptée? Je pense ça suffit à soi-même en fait. Il y a tellement de débats chaque fois que. Question suivante. Un EAPA peut-il jouer un rôle dans l'inclusion sociale des athlètes en situation de handicap à travers le parasport? Ouais. Un enseignant en activité physique adaptée peut-il jouer un rôle dans l'inclusion sociale des athlètes en situation de handicap à travers le parasport? Rôle dans l'inclusion, grosso modo. On est le travail. Prochaine question. Le travail de l'EAPA peut-il aider les athlètes à améliorer leur qualité de vie au quotidien en dehors du contexte sportif? L'intégration des EAPA dans le parasport pourrait-elle aider à promouvoir davantage l'accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap? Oui, celle-ci, ouais. C'est la prochaine. La sensibilisation. 43 personnes. Prochaine question. La sensibilisation du public au rôle des EAPA dans le parasport peut-elle contribuer à changer la perception du handicap dans la société? Et la dernière question, c'est est-ce qu'un enseignant APA peut-il être à l'origine de la mise en place d'une section parasport? Au niveau de la légitimité, pas au niveau de la réglementation, au niveau de la légitimité. Celle-là, elle a bien fait débat. Je pense qu'on peut commencer sur cette parcelle-là. C'est par celle-ci, après on fait hop, hop, hop. Ouais, on se laisse pas défoncer. Ok, bon, du coup, on a terminé pour le book lab. On a vu qu'il y a pas mal de questions où vous êtes d'accord et d'autres où justement il y a des désaccords. On a vu où des fois il y a une seule personne qui n'est pas d'accord, des fois il y en a plusieurs. Donc du coup, est-ce qu'il y a une question en particulier qui vous a frappé et sur laquelle vous voudrez débattre dès maintenant, ou est-ce que pas forcément? C'est comme vous
préféré? Sinon, du coup, une question. Du coup, c'était plutôt Lénaïque. Du coup, pourquoi tu as répondu non à un enseignant APA peut-il réellement contribuer à l'autonomie des athlètes en parasport? Quel est ton avis un peu là-dessus? Tu peux prendre le micro pour répondre. Pour moi, l'autonomie, c'est, je sais pas, c'est différent. C'est genre pouvoir manger, pouvoir se laver, tout ça. Et je vois pas trop le lien. Plutôt des aides-soignants ou des choses comme ça plutôt que des APA. Je vois pas trop le lien. Après, peut-être que je connais pas assez. C'est plus ça. Okay. Par rapport à ce que j'ai vu de l'APA, je voyais pas le lien. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? N'hésitez pas dans le public, si vous voulez lever la main, intervenir. N'hésitez surtout pas, ce sera d'autant plus intéressant. Pas forcément de... Non? Moi je veux bien. Ah. Vas-y. Un EAPA dans le parasport, ça contribue pas à la qualité de vie? Parce que vous avez répondu non, du coup. Et je me suis posé la question parce que c'est un peu le rôle principal quand même d'un enseignant en activité physique adaptée. Du coup, je voulais savoir pourquoi vous avez dit non. C'était principalement l'athlète et Loris aussi, du coup. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Il y avait une question où c'était... Pardon. Il y avait une question où c'était le rôle de l'éducateur en activité physique adaptée sur le parasport. Est-ce que ça contribuait à la qualité de vie, à l'amélioration de la qualité de vie? Et vous avez répondu non. Bon, je suis peut-être pas d'accord avec ce que j'ai répondu, du coup. Ah, okay. En fait, forcément, le sport, je crois au fait que le sport, ça améliore la qualité de vie. Donc, si j'entraîne et je fais pratiquer le sport aux athlètes, forcément, j'espère que ça va améliorer leur qualité de vie. Après, je pense que ça dépend aussi des handicaps. Pour le coup, Léna, je pense que je peux te laisser répondre. Toi, sur quoi ça t'a amélioré dans ta qualité de vie? En fait, je pense que j'ai répondu non parce que je pensais que c'était en dehors du sport. Ouais. Donc du coup, aussi, forcément, le sport. Moi, si j'en avais pas fait, je pense que je serais probablement en fauteuil roulant aujourd'hui. Donc forcément, le sport a un lien hyper important. Donc oui, il a pas. Si c'est par rapport à ça, oui. Moi, je voudrais apporter une nuance aussi par rapport à la question. Ça dépend aussi, ça a été dit d'ailleurs, de l'importance du handicap. Je pense notamment au niveau handisport à des stages que l'on fait par rapport, on a des écoles de jeunes et on fait des regroupements, des stages, ce que l'on appelle jeunes à potentiel ou pour des jeux régionaux, des choses comme ça. Et on emmène pendant 2 jours, 3 jours, quelquefois un peu plus, des jeunes qui vont quitter le milieu familial, qui ne le quittent pas souvent. Et il y a un phénomène qui peut apparaître quelquefois, je dirais, de surprotection où la famille fait un certain nombre de choses à la place de l'enfant. Et quand ils se retrouvent sur ces stages-là, je sais que j'échange assez régulièrement avec les salariés du comité. Et ils me disent non, lui, on lui a appris à faire ses lacets, on lui a appris à faire un certain nombre de choses. Enfin, je vais pas tout vous décliner ici, mais effectivement, ils arrivent à... Bon, écoute, il y a le sport, c'est une chose, mais à côté, il y a ça. Bon, tu le fais pas. Bon, on va regarder si on peut pas trouver une solution pour que tu gagnes en autonomie. Et ça, c'est une réalité quand même. Et après, ils rentrent à la maison, ils savent faire des choses. Bon, c'est pas plus mal quelque part. Ça les aide. Ce sont des petites choses, mais c'est quand même important. Je vais enchaîner du coup. Moi, je travaille en IME. Je vais faire le côté IME et le côté Baskin. En IME, la pratique d'activité en dehors de l'institution, donc dans un club. Nous, on le travaille justement par la pratique d'activité physique adaptée dans l'IME. Mais quand ils vont dans un club, quand ils ont la possibilité de le faire, ils ont déjà appris des choses. Et souvent, cette pratique même à l'institution, elle permet de se déshabiller, de changer, on va à la piscine, voilà. Toutes ces choses-là, c'est quand même l'autonomie, c'est quand même la possibilité de savoir faire des choses aussi, d'essayer de transmettre à l'extérieur, de transposer, ce qui est très difficile pour certains jeunes. Donc moi, sont tous déficients intellectuels.
Et si je prends sur le côté baskin, qui est plus vraiment une pratique d'association ou de club, là c'est pareil qu'en handisport, on fait des voyages pour aller rencontrer d'autres équipes. Il faut venir se déplacer à cet entraînement. Des fois, au fur et à mesure des années, il y en a qui arrivent à venir tout seul, à prendre le bus tout seul, à se prévoir un proxy. Sur Nantes, c'est Proxybus. Voilà, ils améliorent leur façon de vivre, de se déplacer. Cet entraînement, il est hyper important. C'est un moment dans la semaine où ils vont comme tout le monde s'entraîner. Et puis, à l'étranger ou dans une autre ville, c'est pareil. On est quelques jours sans la famille, où on voit autre chose. Ça permet d'apprendre sur soi-même, comme toutes les autres personnes, en fait. Et je pense que le sport est vraiment un grand moment important pour plein d'enfants de séparer un petit peu des autres et de montrer ses possibilités, et surtout ils en ont envie, ils se surpassent pour pouvoir pratiquer avec les autres. Ok, merci pour vos réponses. Après, une grande question aussi qui fait un peu débat. Est-ce que du coup l'enseignant APA a plus sa place sur le côté santé bien-être ou côté performance? Quels sont un peu vos avis là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur l'enseignant APA, en fait, sa place, si je dis pas de bêtises, l'enseignant APA, vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de travailler sur toutes les activités physiques et sportives en initiation, jusqu'au premier niveau de compétition. Alors après, effectivement, on peut se discuter le premier niveau de compétition, qu'est-ce que c'est, mais n'a pas du tout sa place sur la compétition et donc de la haute performance. Là, ça demande des diplômes complémentaires qui peuvent être faits par des fédérations ou d'autres licences, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, l'enseignant en activité physique adaptée, son rôle, c'est déjà d'aller initier quelque chose, de lancer une activité. Si ça prend, tant mieux. Et le sportif pourra ensuite aller vers le haut niveau via d'autres entraîneurs, mais un enseignant APA est là vraiment pour l'initiation, pour cadrer un petit peu les choses dès le départ. Voilà mon avis là-dessus. Je sais que tu n'étais pas d'accord. Non, si. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y a 3 ans, Claude Onesta, qui est manager de l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, il a lancé des séminaires avec tous les entraîneurs nationaux, para et olympiques. Et donc, sur le premier séminaire, il a demandé, donc c'était que les entraîneurs paralympiques, il a demandé ceux qui sont issus du milieu APA, lever la main. Et donc, j'ai été le seul à lever la main sur une 50aine d'entraîneurs de tous les sports confondus. Donc, alors, je trouve que d'être enseignant APA dans le milieu du parasport, moi, ça m'a aidé à comprendre les pathologies. L'ENA, du coup, sur la sclérose en plaques, ça m'a permis en fait d'avoir des connaissances scientifiques et qui m'ont permis, du coup, d'adapter peut-être les charges, de comprendre mieux la pathologie. Après, je te rejoins du coup sur le côté sportif. Donc moi, je suis issu du badminton depuis que j'ai 5 ans. J'en ai fait en haut niveau, donc c'est ça qui m'a permis d'exercer mon métier en tant qu'entraîneur. Donc les deux m'ont permis quand même de faire mon métier, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'est pas des experts de la pratique, et donc il y a des diplômes spécifiques à chaque sport pour être dans le parasport, quoi. Alors moi, par rapport à mon vécu, je pense qu'il a un lien direct dans la performance en fonction de ce que l'athlète a vécu. Moi, vers la fin de ma carrière, j'ai eu une grosse blessure. Et si j'étais pas passée, par exemple, au pôle Saint-Hélier, où il y avait des APA, des kinés, vraiment un staff médical vraiment hyper important, je pense que j'aurais jamais pu reprendre. Donc moi, la performance, elle a été, c'est grâce à eux. En fait, j'ai vu beaucoup plus d'APA que de kinés. Donc pour moi, ça a forcément un lien quand l'athlète passe c'est un centre spécifique, c'est sûr. C'est pas, c'est un centre spécifique. Mais moi, je mets le lien de la performance, en tout cas par rapport à mon vécu, de l'APA là-dedans. Pour revenir à ce que tu disais, Nicolas, par rapport à la question de l'APA, qui pouvait être plus sur le côté plus... il était un peu plus... Comment ? Initiation. Une question plus sur la légitimité. En quoi un préparateur, on va dire spécifique, on va dire dans la natation, lui peut intervenir auprès d'un public spé,
alors qu'il n'a qu'une formation que de 40 heures, contrairement à un enseignant APA qui a une formation, 3 années d'études. Donc il y a un peu cette question-là que je me pose. Eh ben, je vais y répondre tout de suite. Un exemple avec la licence APA et votre master, APPCM. Tu me dis que vous avez une formation certes de plusieurs années. Ça n'empêche que là, actuellement, je suis pas sûr. Dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui sont encadrées sur du handicap mental et psychique. Je suis pas convaincu. Donc du coup, il y en a quelques-uns, voilà, parce qu'ils ont fait l'effort d'aller sur du bénévolat et d'aller chercher autre chose. Mais il me semble que par exemple la licence de Rennes ne vous permet pas d'aller faire des stages sur notre public. Voilà un exemple concret. Moi, ce qui m'intéresse déjà, en fait, quand je viens embaucher dans le cadre de la ligue sport adapté ou du comité départemental, c'est pas tellement en fait le diplôme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les prérogatives. Donc effectivement, les prérogatives, il y a plein d'autres diplômes qui permettent d'avoir des prérogatives. Maintenant, une fois qu'on a ces prérogatives-là, est-ce que la personne elle est compétente ou pas? Donc en fait, que ce soit une licence APA ou un BPGEPS APT avec des mentions complémentaires ou quelqu'un qui a directement une formation spé sur une discipline parasportive, en fait, ça me dérange pas. On a directement, nous, au sein de la fédération, tout comme en e-sport, des diplômes qui permettent d'encadrer, en fait, directement. Donc, en soi, le APA est légitime, oui, parce qu'il a une vision globale des choses. Maintenant, la question de la spécificité du diplôme est aussi à poser. Il y a une... allez-y. Merci pour votre intervention. Moi, je suis docteur en STAPS et j'ai fait sur le sport et l'autisme ma thèse. Et j'avais une question par rapport à ce que vous disiez. En effet, en licence ou en master, on n'a pas forcément la spécificité, quoique en vrai, à Rennes, on a quand même la section à Saint-Brieuc qui est sur le handicap et le vieillissement. Donc ça nous permet quand même de travailler avec ce genre de public-là. Mais après, le handicap mental est très large. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous, au sein de la Ligue de sport adapté, vous proposez aux éducateurs que vous avez des formations spécifiques par rapport au type de handicap qu'ils peuvent rencontrer, ou est-ce que non, vous les formez à l'activité qu'ils sont censés mettre en place comme un éduc sportif un peu entre guillemets classique? Alors, si on parle des salariés de la Ligue et salariés du comité, ils ont tous une licence APA. Donc déjà, effectivement, ça règle le problème. Donc ils peuvent encadrer toutes les activités. Maintenant, au sein de la fédération, chaque éducateur sportif, en fait, vous avez un calendrier, vous avez un document, comment on appelle ça? Pas un calendrier, un fascicule qui retrace l'ensemble des formations qui sont proposées par la fédération, qu'on appelle ce document-là s'appelle Transformation de notre côté. Donc en fait, il y a possibilité de former sur plein de choses différentes. Après, l'éducateur sportif, du fait de ses prérogatives, en fait, peut lui aussi aller se renseigner sur les problématiques des sportifs aussi. Maintenant, en tant qu'organisme de formation, on peut aussi faire des choses, nous, de notre côté. Et puis, en tant qu'employeur, si je dis pas de bêtises, on est avec l'AFDAS. Donc après, moi, les salariés, en fait, demandent au comité directeur si il y a besoin d'une formation, etc. Ils nous disent, voilà, j'aimerais me former, par exemple, à l'autisme précisément. Dans notre catalogue de formation, voilà, c'était ça que je cherchais, catalogue. Dans notre catalogue de formation, il y a des choses qui sont faites spécifiquement pour l'autisme. Après, si c'est avec un autre organisme pour mieux comprendre justement une pathologie, une problématique, etc., il n'y a pas de souci en fait. On peut les former aussi, ce qui est comme n'importe quel salarié en fait. Et après, pour les clubs, c'est pas moi que ça regarde. Là, c'est à l'échelon club, mais ils peuvent aussi venir sur nos formations de transformation. Voilà.
Donc les salariés du secteur sportif, tout comme les salariés tout court, où que ce soit, se doivent de tenir à jour leur compte de formation. Et à partir de là, quand ils ont besoin d'une formation, bien évidemment d'en échanger avec l'employeur et de voir par rapport à leur compte de formation comment celle-ci va être financée de par le compte qui doit être mis à jour. Hein, voilà. Du coup, on a une question du public qui reprend un peu ça, mais donc, est-ce qu'il existe vraiment des formations qui sont liées au parasport? Et comment un EAPA il peut aller vers ce milieu directement sans, parce que là, du coup, vous parliez de salariés qui sont déjà parmi vous qui peuvent faire des formations, mais comment les faire en amont? Est-ce qu'un enseignant en APA lambda peut venir à vos formations en prévision pour pouvoir ensuite intervenir là-dedans? Comment se former, nous, en amont, avant de... J'espère déjà qu'il y en a qui viendront sur nos formations. Transformation, je rappelle, catalogue de formation au sein du sport adapté. Donc bien évidemment, après, il faut qu'il y ait une démarche derrière de réflexion, d'aller sur la pratique parasportive. Parce qu'il y a quand même les stagiaires qui viennent dans les formations, faut quand même, je sais plus s'il y a besoin d'une licence spécifiquement au sport adapté pour pouvoir faire les formations, mais je suis pas spécialement sûr. Après, pour quelqu'un qui n'a pas du tout de diplôme d'encadrement, donc aucune prérogative par rapport à notre public, alors l'AQSA n'existe plus. Ils sont en train de réfléchir sur un nouveau diplôme qui permettrait de donner des prérogatives, et je pense que c'est la même chose sur handisport. Ouais, c'est ça. Mais par contre, vous avez le DGEPS APSA qui permet aussi d'avoir des prérogatives, donc pour des personnes qui sont pas issues d'une licence STAPS APA par exemple. Donc pour se former, oui, le catalogue transformation, moi je l'ai à l'hôpital par exemple. Donc en fait, n'importe quel salarié, et je pense pas qu'il y ait besoin de licence. La licence, au pire, elle coûte 30 €, donc c'est pas dramatique. Mais il me semble qu'il n'y a pas besoin de licence pour accéder à notre catalogue de formation. Alors moi, j'ai 3 réponses du coup. Au niveau de la fédération, si on veut entraîner dans le parabadminton, on a mis en place avec la fédération, et c'est moi qui conduis la formation, ça s'appelle un diplôme d'initiateur parabad. Donc c'est sur un week-end de formation. On en fait 1 à 2 par an pour les entraîneurs qui veulent, du coup, qui ont des athlètes parabad. Moi, j'ai aussi eu des athlètes ayant de l'autisme, et pour le coup, j'ai eu du mal à trouver des formations. Et donc, Olivia, qui a posé la question tout à l'heure là-bas, donc j'ai suivi ces conférences pour essayer de me renseigner au niveau de l'autisme et du sport, parce qu'il y a tous les à côté qui sont pas faciles à gérer. Et la troisième chose, c'est que justement dans ces séminaires ANS, ce qu'on nous a dit, c'est que les diplômes sur le sport de haut niveau dans le handicap, ça n'existe pas. En fait, c'est tellement récent qu'on est les premiers à mettre un peu les pieds dedans, et donc surtout avec la complexité des pathologies et la diversité des pathologies, c'est très dur de combiner le handicap et la performance. Donc on est un peu les premiers à être là-dedans. On nous a demandé d'essayer d'écrire des choses pour commencer en fait à écrire des bouquins, à écrire des documents, mais en tout cas on commence vraiment à s'y intéresser, on commence à mettre de l'argent dedans, donc voilà, on est très précurseur, et pour l'instant il n'y a rien qui existe. Donc moi je suis formé parce que je suis au quotidien avec les athlètes, et donc en fait on est formé sur le terrain, quoi. Je trouve que la formation, c'est des réelles questions importantes, et c'est vraiment l'avenir, et il en faut. Enfin, moi, j'ai eu mon diplôme il y a longtemps, et il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est important pour moi, par exemple, d'avoir des stagiaires, des apprentis masters et tout, ça me remet à jour. De participer à des conférences, enfin, je vais tout le temps fouiller sur Internet, je cherche, je regarde plein de vidéos, parce qu'en fait, la réalité, elle est là, c'est quand on a son diplôme, à un moment donné, on est quelque part. Donc, moi, je suis plus dans le milieu de la déficience intellectuelle et du TSA, mais même ça a beaucoup évolué ces dernières années, et donc faut aller chercher, faut aller lire. Et je trouve que, je sais qu'il y a la SFPAPA qui lance des choses aussi, pas tant dans ce domaine-là pour le coup. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et pour ce qui est transformation, moi j'ai suivi quelques formations. Je trouve que c'est bien au début, mais après, enfin pour le coup c'est pas suffisant quand on est déjà un peu spécialiste dans son domaine. Il faut vraiment aller chercher ailleurs, et c'est quelque chose qui est important. Je pense que les EAPA, la formation, la continuité, on n'est pas tous comment je pourrais dire, on n'a pas un syndicat, ou on n'a pas quelque chose qui nous représente, si ce n'est la SFPAPA, mais je suis pas sûre que tout le monde soit adhérent. Donc c'est important que tout ça se développe pour qu'on puisse tous continuer d'apprendre
diverses choses. Moi, mes formations Baskin, je sais pas trop où les mettre en fait. Par exemple, à qui je les donne, toutes les fédés. Voilà, c'est pas si simple, surtout quand c'est des choses un peu particulières. Du coup, j'ai une question du public. Que pensez-vous de la légitimité des diplômes des JEPS Performance avec mention handisport par rapport aux EAPA? Oui, je sais. J'ai pas bien compris la question. Que pensez-vous de la légitimité des diplômes des TGEPS Performance avec une mention handisport par rapport à un enseignant APA? Alors là, moi, je suis un petit peu embarrassé pour vous répondre. Bon, on a un salarié chez nous qui a fait une formation des GEPS, mais bon, il avait déjà un certain nombre d'années de pratique dans un sport bien déterminé. Donc, il a voulu, c'est le Covid qui lui a fait réfléchir un petit peu à sa carrière et à s'orienter vers le sport santé et le sport handi. Il a fait une formation BGEPS, mais moi, je sais qu'au quotidien, ça fait 2 ans qu'il est avec nous, et ça pose aucun problème. Enfin, ça l'a bien aidé. De là à répondre quelque chose d'objectif sur cette question-là, je me sens pas légitime pour le faire de manière vraiment. Non, c'est. Oui, de toute façon, on sait très bien que l'expérience prime toujours par rapport au diplôme, même si les diplômes sont très importants. Parce qu'on peut avoir les meilleurs diplômes possibles. Hein, si une fois en face des sportifs, ça ne donne rien. Je vois pas l'intérêt. L'expérience compte énormément. Hein. On apprend beaucoup, de toute façon, à tous les niveaux. On apprend beaucoup dans le cadre de la pratique en tant que telle. Très bien, merci. Alors, du coup, juste, il y a aussi le même DGEPS pour le sport adapté, et bien évidemment. Et juste pour les petites informations, en fait, ce DGEPS, il va être créé les débuts des travaux, c'est 2026. Donc en fait, on parle de quelque chose qui n'est pas encore créé réellement. Donc après, libre à vous, aux universités et donc étudiants, de pouvoir faire monter des informations que vous aimeriez voir apparaître ou des questionnements, etc. pour que nous, on puisse faire remonter ça directement à la fédération parce que c'est eux qui sont réellement à travailler là-dessus avec le ministère. Voilà, c'est pas juste c'est quand même en lien direct avec, on parle d'un DGEPS, on parle pas d'un petit diplôme d'une école privée qui fait ça comme ça à l'arrache. On parle vraiment d'un diplôme qui est en lien avec le ministère des Sports. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui veulent, même du public, sur la formation en général du coup de l'UAPA par rapport au parasport? Ou est-ce qu'on change de thématique? Allez-y. J'ai l'impression qu'on essaye d'opposer les différentes filières de formation. Je trouve ça un peu surprenant parce que par rapport Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste parler dans le micro pour la visio, sinon ils n'entendent pas du tout. Je vais me brancher. Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez? Donc je reprends pas. On essaye d'opposer un peu les filières de formation. Et parasport, donc sport parallèle, où on peut avoir des athlètes valides avec des athlètes en situation dit de handicap. Et en fonction du niveau, au niveau de performance aussi, et de où on veut aller, peut-être qu'on a besoin d'un DGEPS sport co ou d'une personne avec une licence APA. Et je pense que, quel que soit en fait son niveau d'intervention, quel que soit son niveau de diplôme, tout le monde a sa place dans cette histoire. On serait plus de la complémentarité que soit l'un soit l'autre. Autant on a besoin d'un kiné, autant on peut avoir besoin d'un préparateur physique. Tout dépend du niveau de compétence de l'athlète et du niveau d'intervention sur le public. Voilà. Et du coup, si on parle de complémentarité, qu'est-ce qu'un EAPA pourrait apporter en plus? Ou quels seraient un peu les rôles de chacun? Est-ce que... Vas-y. Je crois qu'on s'est croisés sur... Votre tête me disait quelque chose. Hein. Ouais.
Donc ça va, j'ai pas perdu la mémoire. Du coup, moi, je peux répondre à ces questions puisque on a un staff avec 6 coachs. Moi, je suis enseignant APA et les autres sont plutôt venus du milieu valide, donc ils étaient entraîneurs dans des pôles espoirs valides. En fait, l'entraîneur qui vient d'un DE, il va être très compétent dans les stratégies d'entraînement, dans de la planification, aussi sur le côté spécificité de son sport. En tout cas, c'est là où ils sont tous très bons. Et l'enseignant APA, il va être très bon sur justement la connaissance des pathologies, adaptées par rapport au handicap. En vrai, l'objectif c'est d'avoir les deux. Et d'ailleurs, c'est mon objectif en ce moment. Je me dis que, de toute façon, quand je suis arrivé à la fédération, on m'a dit, tu veux travailler dans le haut niveau, tu peux pas être que licence APA. J'ai un M1, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Donc, de toute façon, je crois en termes de législation, il n'y a pas le droit. On est obligé de passer un DE. Et l'optimal, pour moi, c'est d'avoir un DES et une licence APA. Donc, je partage ce que tu dis. En fait, c'est hyper complémentaire. Mais si on a les deux, c'est encore mieux. Comme ça, on a besoin de personne. Je plaisante. Au sport adapté, on a beaucoup de bénévoles et aussi d'éducateurs qui sont directement en lien avec des éducateurs spécialisés ou des moniteurs éducateurs, parce qu'il y a un accompagnement qui est aussi hyper important pour notre public. Et effectivement, sur le terrain, bien souvent, les bénévoles qui viennent sont déjà issus du milieu médico-social. Donc c'est vrai que c'est un plus aussi en termes de diplôme, en termes de regard, de point de vue et d'orientation après pour accompagner le sportif dans sa démarche. Du coup, moi, ma vision en tant que sportif là-dedans, c'est comme j'y suis passée. Par exemple, pendant ma rééduque au pôle Saint-Hélier, quand j'ai eu ma blessure, il n'y a eu aucun lien entre le service médical du pôle Saint-Hélier et Loris, mon entraîneur. Et je pense que c'est vraiment un dommage. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose en plus sur la performance et sur le retour à la compétition. Juste simplement ça, le retour à la compétition et surtout aux entraînements, parce que du coup, je faisais ma rééduque en même temps de continuer mes entraînements, sauf que moi, les notions médicales, je suis nulle. Ce que me dit l'APA, je vais pas toujours le comprendre au niveau médical, alors que l'explication physique médicale avec l'entraîneur, je pense que le lien il est hyper important entre l'APA et l'entraîneur pour expliquer un petit peu au quotidien à l'entraînement qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire, surtout pas faire, parce que là, à ce moment-là, elle n'est pas encore prête à faire tel ou tel geste. Et en fait, moi, je le disais avec mes mots, sans trop savoir où j'allais. Et je pense qu'en fait, sur le moment, moi, j'y ai pas pensé à faire le lien entre tout ça, entre tout ce staff-là. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, en fait, pour le retour à la compétition et la performance, quoi. Si je prends l'exemple du basking, qui est un sport qui se développe petit à petit, on est plusieurs enseignants à pas avoir démarré le basking juste par l'intérêt de l'inclusion, de mélanger public dit valide et public en situation de handicap, tout handicap confondu. Et donc, peu importe nos connaissances au basket au début, tout ce qu'on voulait, c'est mélanger les publics. Et puis, on s'est joué au basket, donc on pouvait faire du basking. Maintenant que ça se développe et qu'il y a de plus en plus de clubs qui en font et qu'il y a un championnat, eh bien, moi, je vois, là, j'ai demandé, là, dans mon club, à Auréa, qui est quelqu'un qui soit du monde du basket, qui vienne m'aider, parce que tout ce qui est tactique, compétences type vraiment sur comment on tient le ballon pour améliorer ses tirs et tout, en fait, moi, je l'ai pas, parce que je fais du basket il y a très longtemps, mais c'était pas mon sport de prédilection. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des compétences suivant les niveaux, les catégories, départementales, loisirs, compétition. On aura besoin de personnes diverses et variées. Moi, j'entends parler de ces diplômes depuis hyper longtemps. Je pense que la réalité, c'est juste qu'on n'embauche pas tout le monde et qu'il y a de la compétition entre nous et que quelquefois, c'est un peu compliqué de dire que c'est quelqu'un qui a un diplôme, entre guillemets, inférieur, supérieur, qui prend la place. Et s'il y avait de l'argent pour tout et si on pouvait avoir tous les diplômes, on est bien d'accord qu'on est tous... on peut tous se compléter, mais voilà, je pense qu'il y a encore un peu cette crainte. Et pour autant, vous êtes une génération, je vous assure, vous avez beaucoup plus d'opportunités que les APA d'il y a 20 ans comme moi. Donc, n'ayez crainte, il y a de la place pour tout le monde, mais vos stages sont importants et vos expériences, en fait, ça c'est hyper important au-delà des études. Est-ce que vous voulez encore intervenir sur ce sujet, ou des personnes du public ? Très bien. On va passer sur une autre question. Quels moyens sont
pourraient être mises en œuvre pour intégrer davantage les enseignants en activité physique adaptée dans les clubs ou les structures parasportives? En termes de moyens, il y en a qui vont faire défaut actuellement, c'est les moyens financiers, parce que c'est pas l'envie qui manque d'avoir des personnes qualifiées pour encadrer les sportifs. Mais je veux pas vous faire l'actualité, hein. C'est compliqué quand même. Hein. C'est un des freins majeurs, hein. Parce que les gens, vous faites une formation, vous avez envie d'en vivre. Vous n'allez pas venir dans une structure parce que l'activité vous plaît et puis repartir, faut bien vivre quelque part. Donc l'employeur lui aussi il a ses contraintes et s'il n'y a pas de sous, c'est un des freins, on va dire. Merci. Moi, je trouve qu'il y a aussi un frein, c'est que j'ai pas mal d'étudiants en master qui me demandent de faire des stages dans le parasport et qui sont refusés parce qu'ils sont pas en thématique spécifique avec le master APA. Donc j'en ai eu encore un là qui a été refusé et donc ça, je pense que ça met pas une dynamique positive sur le fait qu'il puisse intégrer une structure sur un mois parce que derrière on peut l'employer. Donc oui, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi peut-être ouvrir les champs de stage pour qu'on puisse accueillir tous les masters APA. Et donc nous, on vient d'ouvrir une structure à Nantes dans laquelle je travaille lundi, mardi, donc une structure spécifique para badminton. Et donc je pense qu'à moyen terme, ça peut être intéressant de créer un lien en fait entre un master APA et notre structure. Nous, ça nous permettrait d'avoir des stagiaires de manière régulière pour prendre en charge les joueurs. Et je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans le sport para, c'est une bonne opportunité d'intégrer une structure spécifique haut niveau et handicap. Et j'avais une question du coup pour vous, Baptiste, vu que vous êtes directeur des sports de Cesson-Sévigné. Quelles sont pour vous les actions, les axes qu'on peut mettre pour un peu développer les enseignants en activité physique adaptée dans le milieu du parasport? Alors c'est vrai que je détonne un peu, je pense, par rapport aux 5 autres, c'est pour ça que je suis assez discret. Parce que une collectivité, elle répond un petit peu à toutes les formes de pratiques sportives, et que ce soit la pratique fédérale. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. J'ai eu le même sentiment là dans le débat. Donc que ce soit la pratique fédérale, que la pratique scolaire, que la pratique de nos propres activités municipales. Où nous sommes également une filière que vous connaissez peu, et certainement ici aussi. La fonction publique territoriale, c'est encore assez nébuleux pour beaucoup d'entre vous. Et c'était également le cas pour moi, puisque j'ai fait STAPS, mais me jetez pas de tomates. J'étais en éducmot, mais en effet, ça m'a amené à ce métier-là. Donc, qu'est-ce que fait une collectivité pour répondre à ça, au développement? D'abord, vous savez certainement, les collectivités territoriales, donc tous les échelons, villes, EPCI, enfin les établissements publics de coopération intercommunale, donc communautés de communes, agglomérations, métropoles, départements et régions, sont propriétaires d'à peu près 85% de toutes les infrastructures sportives en France. Donc on est les principaux financeurs du sport en France. Donc notre cœur de métier, on va dire, c'est d'abord de construire des équipements et qui répondent à des besoins, et on va dire la pratique adaptée en fait partie. Si je prends un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, à Cesson-Sévigné, très récemment, donc vous n'êtes pas loin de Cesson-Sévigné, j'espère que vous avez fait un tour là-bas, on a rénové notre stade d'eau vive, qui est passé maintenant aux normes internationales. On peut accueillir des compétitions internationales. On a d'ailleurs un vice-champion olympique qui vient de Cesson-Sévigné en kayak. Toujours est-il que quand on l'a réhabilité, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre à des personnes qui sont en situation de handicap, moteur surtout, de pouvoir pratiquer comme tout un chacun sur le stade d'eau vive. Le stade d'eau vive, vous voyez, c'est assez mouvementé. Et rapidement, on s'est dit, la possibilité, enfin, ce qui permettrait, c'est de mettre un tapis roulant qui à la fois répond à la pratique fédérale du plus haut niveau, c'est-à-dire que dans tous les de normes internationales, il y a un tapis roulant où quand on arrive à la fin du parcours, on ne descend pas de son embarcation, on prend un tapis roulant qui nous amène au début et on continue. Eh bien, voilà, ça a été
politiquement ce qui a fait la différence pour qu'on investisse là-dedans. C'était pas maigre, hein. C'est un projet à 5 millions d'euros. Le tapis roulant, c'est à peu près 300 000 euros. Donc c'était une décision importante. Mais l'accessibilité a fait pencher la balance de dire oui, on va investir. Ça, c'est un exemple concret de se dire, en effet, ça permet de développer la pratique. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas l'usage de ses jambes, quand elle est dans son embarcation de canoë et kayak, avec le tapis roulant, cet handicap-là n'est pas visible et il peut pratiquer comme tout un chacun. Donc, ça, c'est des équipements. Donc, les équipements sportifs, c'est une thématique des collectivités pour, on va dire, développer la pratique du parasport au sens large ou des activités, on va dire, adaptées. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer des partenariats. Alors, on se connaît parce que notre rôle aussi, c'est d'aller chercher les sachants. Donc, les sachants qui ont déjà leur structure et c'est de les accueillir dans nos équipements ou trouver des partenariats pour trouver des passerelles. Donc là, on a des partenariats avec Handisport 35. J'ai entendu le pôle Saint-Hélier. Le pôle Saint-Hélier, vous devez bien le connaître. On a aussi une convention d'objectifs avec eux, où l'idée, c'est que des patients qui ont été accidentés de la vie puissent reprendre une activité sportive ou en tout cas retrouver certaines de leurs connexions neurologiques en allant sur des activités moins connues pour pas qu'ils aient le sentiment de dire j'étais bon en foot, là je sais plus jouer au foot. Donc là, on leur met à disposition justement le bassin de Stade Eau Vive. Ils vont au golf, ils font de l'escalade. Et en contrepartie, ils nous font des formations sur les gestes aux postures, alors pas au service des sports, hein, plutôt donc une ville, c'est Sévigné, c'est 350 agences, 50 métiers différents. Donc là, ils forment les personnes qui travaillent dans les EHPAD sur les gestes et postures. Donc c'est un partenariat là qui peut se faire. Et je dirais que la dernière chose que l'on peut faire, c'est inciter. C'est inciter les clubs de chez nous ou inciter d'autres structures à promouvoir cette activité-là, soit en organisant leurs activités ou soit en organisant des événements. Donc là, un exemple, on a, pendant les Jeux paralympiques, une des dernières journées du Jeu paralympique, on a réuni tous les établissements scolaires de la ville. C'était une première parce que ça fait quand même près de 2000 personnes en s'associant avec les partenaires, Pôle Saint-Hélier, des fédérations sportives et handisport pour les établissements scolaires, pour leur faire découvrir des activités, mais aussi un peu ce qu'on est en train de faire là, faire une table ronde, surtout avec les plus grands, pour discuter du handicap et de toutes les formes de handicap. Et ça permet aussi d'acculturer, on va dire, les usagers. Alors là, en l'occurrence, c'était des élèves, mais parfois on fait des événements plus grand public encore pour faire connaître cette pratique-là. J'étais muet, mais là, je le suis moins. Hein. Merci pour votre réponse. C'était surtout pour mettre en avant un peu le rôle des collectivités qui sont un peu primordiales dans le milieu du handisport, du parasport et du sport adapté. Est-ce qu'on peut passer à une autre question ? Vous voulez revenir Non. Ok, très bien. Autre question, quel est votre point de vue sur la reconnaissance du handisport avant et après les Jeux paralympiques de Paris ? Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence ? Eh bien, les Jeux ont été particulièrement marqués, les médias très présents. Moi, je suis une ancienne, paralympienne. C'est le jour et la nuit. Je m'en réjouis parce que moi, à l'époque où j'étais en équipe de France, eh bien, on fonctionnait dans la confidentialité. On parlait à peine de nous. Un résumé de même pas une heure, 3 semaines après notre tour, on pouvait pas en si peu de temps résumer tous les Jeux. Voilà. Donc, ce qui s'est passé cette année, c'est fabuleux. J'espère, ça a permis quand même à tout le monde de découvrir un certain nombre d'activités que les gens ne soupçonnaient pas du tout. Donc non, il faut que ça continue comme ça, surtout parce que là la barre a été placée assez haut, donc il faut que ça continue, il faut qu'on continue d'en parler, etc. Bon, on a eu des petits points d'interrogation derrière à d'autres niveaux parce qu'on était dans un contexte environnemental un peu différent. Hein, mais bon, voilà, faut espérer que ça puisse continuer. Il y a, je crois,
enfin, on en parlait quand même déjà un petit peu plus sur les précédentes éditions, mais là, ça a été, bon, on n'avait encore pas fait à ce niveau-là. Donc, ça, enfin, pour moi, c'est plus que positif, quoi. Voilà. Oui, effectivement. Alors moi, j'ai pas pu participer. Enfin, j'ai pas été qualifiée aux Jeux de Paris, mais malgré tout, le fait d'avoir eu le statut athlète paralympique grâce à Tokyo, en fait, j'ai été sollicitée énormément. Donc des interventions dans des écoles, dans des entreprises, des choses comme ça. Donc pour parler de tout ça, donc c'est en fait les gens sont en demande justement de parler du sport et du handicap associés. Donc du coup c'est vraiment sur les 2 dernières Paralympiades en tout cas moi je trouvais qu'on en parlait beaucoup plus. Oui, je vais quand même prendre la parole parce que la question portait sur le handisport. Donc qu'on soit bien d'accord, handisport c'est handicap moteur et sensoriel. Donc là sur la question qui était posée, c'était purement sur le handicap moteur et sensoriel. Or, vous avez quand même 60 000 sportifs en France, donc licenciés, donc encore plus en non licenciés évidemment, qui sont du sport adapté. Est-ce que vous savez à peu près combien de sportifs issus du sport adapté, du handicap mental psychique, étaient au JO? Et ben vous pouvez les compter sur les doigts d'une main et on en parle encore moins. Encore aujourd'hui, vous citez le handisport sans citer le sport adapté. Donc je pense que la question s'était tournée vers le parasport et pas forcément que le handisport. Maintenant, nos sportifs, donc c'est bien dommage aussi que j'ai pas pu, que ça n'a pas été accepté pour que je vienne avec une sportive de haut niveau. J'ai par exemple en tête Cléo Renou. Je vous invite à regarder sur vos téléphones. Cléo Renou, qui c'est une multiple championne du monde en natation, donc en paranatation adaptée, jeune trisomique qui se bat justement pour la reconnaissance de la trisomie en tant que classification sur les Jeux paralympiques. Donc vous pouvez aller sur les réseaux, elle est très communicante, elle est très sympa, donc n'hésitez pas à discuter avec elle. Mais j'ai en tête Cléo, j'ai aussi en tête Théodore qui est en aviron aussi. J'ai en tête Cécile Brunacci, sportive de Saint-Malo, qui est en basket féminin, donc en équipe de France, reconnue sportive aussi de haut niveau, qui n'a pas pu faire les Jeux paralympiques, qui a simplement été, on les a simplement autorisés à faire une démonstration de basket 3-3 devant la Tour Eiffel. Donc nous, la reconnaissance, en fait, elle y est pas du tout, bien évidemment. Et là, c'est moi qui prends la parole pour eux, alors que c'est eux qui devraient pouvoir prendre la parole à ma place. Nos sportifs sont encore sont pas encore considérés à leur valeur réelle, en fait. Ils sont toujours un petit peu mis de côté. Donc c'est là où nous, les Jeux paralympiques, effectivement, ça nous a permis quand même d'avoir une visibilité un petit peu supérieure, mais ça reste du un petit peu. Et j'en profite en même temps pour dire qu'en Bretagne, on est quand même territoire pilote de l'Académie du sport adapté, où l'objectif, c'est de les faire monter en compétence, tous les sportifs, dans des notions qui sont au-delà du sport, c'est-à-dire pouvoir être bénévole, pour pouvoir prendre la parole, enfin, dans tous les domaines parasportifs. Et quand je dis parasportif, c'est vraiment à côté du sport. C'est pas juste le sport en lui-même. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au sport adapté. Oui, ça interroge la notion d'héritage, je pense que ce que vous avez dit. Et il y a différentes formes d'héritage. Il y a l'héritage physique et il y a l'héritage immatériel. Dans l'héritage matériel, et je suis évidemment très bien placé pour le savoir, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour développer la pratique sportive au sens large. Et quand on parle d'inclusion, on fait plus le distinguo, enfin on essaie de moins faire le distinguo entre les personnes qui sont en situation de handicap psychique. Alors je ne sais pas comment, je veux pas mental, excusez-moi, je suis pas spécialiste, ou motrice. On parle vraiment de tous. Et un exemple, je reprends mon histoire de Stade d'eau vive. Sans les Jeux Olympiques, on n'aurait pas pu avoir émarger un dispositif de subvention de l'Agence nationale du sport qui nous a octroyé 1,4 million d'euros. On n'aurait pas pu monter un dispositif qu'on a appelé 2024 mètres carrés de sport pour tous,
où pendant 3 ans, on a construit 2024 mètres carrés d'équipements sportifs, inclusifs aussi, puisqu'on a une aire de fitness accessible à tout le monde, des terrains de 3-3, etc. Et ça, porté aussi par le dispositif de l'ANS, des 5000 équipements de proximité. Donc ça, c'est l'héritage matériel qui a vraiment existé. L'héritage immatériel, c'est tous les partenariats qu'on a pu monter. Au travers des partenariats, c'était autant de personnes qu'on a essayé de convaincre que bouger, pratiquer une activité physique, c'était bon pour la société en général. Et à l'intérieur de ça, on peut retrouver ces activités-là, évidemment. Donc, est-ce que, répondre à la question, est-ce qu'en effet, les Jeux olympiques et paralympiques vont amener à parler plus ou en tout cas mettre en avant davantage le sport? On a envie de dire oui, même si je sais que vous avez des enseignants ici, experts, des maîtres de conférences qui sont experts sur l'héritage et qui montrent que ça s'entretient, tout ce que je viens de dire. Alors encore plus politiquement, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on voit bien que c'est encore bien instable. Mais oui, aujourd'hui, en tout cas à ma position, je peux affirmer qu'en effet, il y a un héritage réel et pas simplement dans notre ville, sur des Jeux olympiques et paralympiques. Ok, et par rapport à ça, quels seraient selon vous les principaux freins du coup, à l'inclusion et à la reconnaissance du parasport en France et même dans le monde en général? Le micro, je dis juste une phrase, puis après, je pense que c'est multiple en fait les freins. Il y a un frein de formation, on en a parlé. En plus, comme on est dans l'administration française, on aime bien diversifier, on va dire, les formes d'enseignement, mais un enseignant, ça reste une personne en face d'une autre personne. Et qu'on soit en APA, en éduc-mot ou qu'on ait été dans une filière plutôt fédérale, on fait le même métier d'une certaine manière. Donc il y a ce frein-là de la formation, clairement. Il y a le frein des équipements, ça c'est une réalité. Il y a un frein des structures qui accueillent. Je ne sais plus à qui j'en parlais, enfin qui me disait ça plutôt. Je crois que le plus grand club de basket, de basket fauteuil, c'est 100 licenciés. C'est 100 licenciés. Moi, c'est une petite association à Cesson-Sévigné. Et ça, c'est ce que je parle du. Donc, il y a forcément une partie de représentation. Et comme c'est une minorité, forcément, c'est plus difficile à porter politiquement des investissements. Donc ça, je pense que c'est un vrai frein à ce développement-là. Moi, je pense qu'il y a un côté média, mais c'est un peu un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend. Je pense qu'il faut que la société change, et ça, c'est en train de se faire, et c'est du long terme, et ça va prendre du temps. Mais plus la société sera inclusive, au-delà du sport, du parasport, ce que vous voulez, plus nos enfants seront confrontés à rencontrer des personnes variées, je dirais plus dans les médias, dans notre façon de vivre, on en parlera en fait. On a organisé des Baskin Games donc en juillet avec des clubs venus d'Italie, de Belgique, d'autres pour pratiquer du baskin. Et quand j'ai interpellé les médias locaux, ils m'ont dit on a déjà parlé du baskin il y a 1 an et demi. Ok, mais le foot, c'est tous les soirs. D'accord. Donc, c'est très difficile, en fait, de recevoir ce genre de réponse, comme si, pour nous, les sports inclusifs, c'est encore autre chose que... Je sais pas si on est dans les parasports, c'est une question, peut-être. Quelle visibilité on peut avoir si ça n'intéresse que quelques personnes de temps en temps, s'il faut créer vraiment des énormes événements, on n'en a pas les capacités. Ni financière, ni en bénévole, encore moins en salarié. Donc, jusqu'où il faut aller pour qu'on parle de nous, je ne sais pas. Mais on essaye, on gigote là, on essaie de faire des choses, mais c'est pas évident. Mais je pense que c'est du petit à petit. Il faut pas laisser retomber ce qui s'est passé cet été, même si nous, on n'était pas spécialement dedans. Mais pour autant, on a plusieurs clubs qui pratiquent le baskin qui ont eu des appels de familles qui ont dit cet été on a regardé les Jeux para et on voudrait faire du sport nous aussi. Voilà, ça a quand même ouvert les esprits, ça a donné la visibilité et les gens ont cherché des choses et arrivent quand même à des clubs à trouver. Après avoir je sais pas comment ça évoluera. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, les mentalités, si on veut l'inclusion, faut que tout le monde évolue, et c'est très compliqué, c'est très long, c'est surtout très long. Alors ça a été dit aussi par rapport à
aux événements de 2024. Nous, au niveau, chez nous, on a été également énormément sollicités, que ce soit pour des sensibilisations dans les écoles, dans les entreprises, et également pour ce qui me concerne, j'interviens encore. Il n'y a pas de semaine où j'interviens pas. Je me dis bon, on arrive à la fin de 2024, les choses vont sans doute un petit peu se calmer, mais non, on n'hésite pas de toute façon à s'y rendre parce que c'est toujours intéressant d'évoquer tous ces sujets. Mais les actions de sensibilisation sont un des éléments majeurs, je crois, pour mettre les gens en situation et puis qu'ils se rendent compte peut-être pendant un petit laps de temps, mais un petit peu ce que ça représente aussi. Alors après, pour la pratique et toutes ces choses-là, on a également des difficultés en termes de mobilité parce que faut pouvoir trouver à proximité de chez soi quelque chose qui nous convienne. Or, c'est pas toujours le cas. Et dans une grande ville ou dans une métropole, puisqu'on y est, quand on est en situation de handicap moteur notamment, parce que je sais que pour le sport adapté c'est différent, enfin, ou à moins que ça ait évolué récemment, mais je sais qu'il y avait des difficultés à ce niveau-là, mais on a quand même en termes de transport le Handistar. Donc ça facilite, mais quand on est en dehors des zones qui disposent de facilité pour se déplacer, ça devient beaucoup plus compliqué aussi. Voilà. Et puis le volet formation, enfin ce qui a déjà été dit, quoi. Juste un petit rappel, parce que la question a été posée, entre la différence entre parasport, handisport et sport adapté. Donc handisport, ça va concerner les personnes avec un handicap qui est moteur. Sport adapté pour du coup le handicap qui est plutôt mental ou psychique. Et parasport contient les deux, à la fois en handisport et parasport. Ouais. Ça c'est des précisions, là-dessus je veux bien. Ouais, je vais donner quelques précisions quand même. Donc quand on parle de parasport avec un P majuscule, on parle de l'ensemble des pratiques parasportives, donc l'ensemble des activités qui sont organisées pour des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. Donc là, Baskin est effectivement dans le parasport sous cette référence. Maintenant, si vous parlez de paradiscipline, donc par exemple le parabadminton, le parabasket, etc., là, on fait appel aux délégations des ministères on fait appel aux délégations ministérielles. Voilà, c'est plus simple. Donc, en fait, Baskin, du coup, n'est plus considéré comme une paradiscipline parce qu'il n'y a pas la patente du ministère des Sports qui dit « Ok, vous pouvez organiser les compétitions au niveau France, etc., etc. » Donc là, dans ce cadre-là, on est effectivement sur du parasport. Le parasport, enfin la paradiscipline, c'est pour le handisport. Le paradiscipline adapté est par rapport au sport adapté. Voilà vraiment les petites nuances par rapport à ça. Ensuite, je reprends juste par rapport aux freins. Effectivement, Michel, par rapport à notre public, au niveau de l'accompagnement, en fait, déjà les transports, c'est pas simple. Déjà de une, au niveau de la mobilité, mais nous, notre public a encore une difficulté supplémentaire, c'est tout l'accompagnement qui va avec, parce que prendre un bus, c'est une chose, mais nous, nos sportifs, ne sommes pas tous en capacité de prendre le bus tout seul, de manière autonome. Donc à ça, on rajoute les familles qui peuvent être éloignées de lieux où il y a de la pratique, etc. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, et on a réussi à avancer, nous, avec l'ADAPI, on est en train d'avancer avec l'ADAPI 35 pour essayer de faire d'appuyer communément sur les Amistar, justement, pour faire en sorte qu'ils puissent être accompagnés, mais ça équivaut juste pour Rennes, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est pas forcément évident sur cette problématique. Et puis heureusement on peut s'appuyer quand même, nos deux fédérations, on a quand même des CTF. Donc on est sur le développement de la pratique continue. Donc je pense que pour handisport c'est pareil. Vous avez quand même sur les 10 dernières années réussi à monter plus de clubs. Donc nous on a quasiment doublé le nombre de clubs en 10 ans sur le sport adapté au niveau de l'Ille-et-Vilaine. Et sur la Bretagne, je crois qu'on est à plus de 4000 sportifs pour à peu près 80 clubs. Et de ça, sur le 35, si je dis pas de bêtises, le plus gros club c'est Saint-Malo, et on va toucher les 200 sportifs sur notre club, que ce soit en compétition, sur de la compétition, sur du loisir, ou tout ce qui est orienté activité motrice, pour tous ceux qui n'ont pas accès à justement ces notions de compétition, pour qui ça ne fait pas sens. Lénaï, tu voulais dire un truc sur les freins ou pas forcément? Non. Est-ce qu'il y a des questions dans le public
Donc n'hésitez pas à intervenir, même si je sais qu'il y a le Google Form, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est quand même plus vivant que de lire les questions que vous posez. Je peux continuer juste encore sur des éléments, je parle beaucoup, qui va intéresser un petit peu tout le monde. Je ne sais pas si ça vous parle, le club inclusif. Ouais, je vois des têtes qui hochent, d'autres têtes qui tac. Ok, club inclusif. Maintenant, j'imagine que vous êtes en STAPS, donc vous pratiquez au sein d'un club, certainement, une activité physique. Et ben, allez vous poser la question au président si eux ils sont orientés vers club inclusif. Club inclusif, c'est un dispositif du Comité paralympique qui est pas piloté, mais on est collaborateur à 3 avec Handisport, Sport Adapté et le Comité paralympique. Et je tiens bien à préciser la collaboration pour éviter toute problématique. En fait, ça permet de dire à votre club que, ok, il peut accueillir une personne en situation de handicap. Voilà. Donc ça, je vous invite à aller poser la question directement à vos clubs s'ils se sont inscrits dans ces dispositifs. Il y avait des questions. Allez-y. Pardon. Je me permets juste de rebondir là-dessus sur les clubs inclusifs parce que c'est hyper important. Ça demande juste une implication, enfin juste c'est déjà pas mal, mais de l'encadrant de la section sportive ou de l'encadrant qui veut mettre en place une section sportive pour un public plus spécifique et d'un dirigeant ou plusieurs dirigeants, ils acceptent également. C'est pas forcément des élus de l'association qui peuvent, ça peut être un adhérent qui veut s'appliquer dans ce dispositif, c'est possible. Et c'est des formations qui sont payées par les collectivités territoriales, ce qui fait que ça ne demande pas d'investissement financier de la part des clubs, qui souvent est un gros frein actuel pour les clubs. Donc c'est vrai que ça permet de pouvoir venir se former auprès du handicap, comme on disait tout à l'heure, qui est un manque de formation ou un manque d'accessibilité aux formations. Donc ça existe. Et vu que vous êtes tous étudiants à Rennes, je pense que vous venez de Rennes ou des alentours, il y en a une qui va se faire dans très très peu de temps, début janvier. Donc si ça peut vous intéresser, c'est faisable. Il y en aura d'autres, surtout s'il y a plusieurs clubs d'une même collectivité qui souhaitent le faire. Eux, ça leur donne un réel appui pour pouvoir aller les voir et pouvoir proposer cette formation. Donc n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Pour les dirigeants, c'est un système un peu allégé, donc c'est vrai que les gens se disent on est bénévole, on n'a pas beaucoup de temps, etc. Ça leur demande de mémoire une journée en présentiel et après c'est juste 2 visios le soir. Donc vous voyez, c'est vraiment des points à mettre en place, c'est quelque chose de super chouette qui je pense peut être fait là pour les clubs. Donc n'hésitez pas à aller en parler, leur site est hyper bien fait et puis ils répondent assez vite aussi si vous avez des questions, etc. Mais vraiment, ça peut être un premier levier, en tout cas pour vous, si ça vous intéresse derrière, de vous investir auprès de votre club ou d'un club sur ces thématiques-là. C'est vraiment important. Oui, Alexis. Pardon. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, moi, qu'on n'est pas tous de la région rennaise. Je pense qu'il y a plein d'étudiants qui viennent de toute la Bretagne, peut-être même, de toute la France, peut-être même. Comment faire pour savoir si on peut s'impliquer dans un club près de chez nous ou si je suis muté à l'autre bout de la France un jour? Comment faire pour savoir si je peux participer, peut-être en tant qu'enseignant APA ou m'impliquer dans du sport, du parasport? Donc déjà, dans un premier temps, en fait, déjà d'aller voir sur le Handi-Guide des sports. Tapez Handi-Guide des sports, vous allez tomber dessus. Donc déjà, voir s'il y a une association qui s'est fait référencer dessus. Donc déjà, ça va pouvoir vous permettre d'avoir un premier aperçu. Maintenant, vous avez sur chaque département, sur chaque région, des comités départementaux, que ce soit en handisport, en sport adapté, déjà par rapport à nos 2 fédérations. Maintenant, pour Baskin, je pense qu'il y a exactement la même chose sur un site spécifique. Ouais. Baskin France, un truc comme ça. Parfait. Voilà. Oui. Donc on doit se renseigner sport par sport, quoi, du coup. Il n'y a pas un site internet qui relaye... Si, c'est ce que je viens de dire. Il y a le Handi-Guide des sports. Et puis ensuite, pour savoir s'il y a un club aussi, que ce soit sur un public handicap mental, psychique, TSA, ou que ce soit sur du handisport et puis handicap moteur sensoriel, en fait, vous allez directement soit sur les sites départementaux ou régionaux de nos instances déconcentrées. Donc vous tapez sport adapté Ille-et-Vilaine
Ille-et-Vilaine, vous allez trouver sur notre site. Et si vous tapez handisport Ille-et-Vilaine, vous allez tomber sur le site de handisport. Et donc là, il y a généralement les clubs, ils sont déjà référencés, ou sinon vous avez un contact qui sont soit Michel pour le 35, soit moi sur le 35, enfin handisport, sport adapté, et ou sinon vous avez directement les contacts de nos CTF, conseillers techniques fédéraux, qui sont les salariés de nos comités, et donc ils peuvent directement vous répondre, vous leur envoyez un mail, vous les appelez, vous passez à la maison départementale des sports, qui est juste à côté d'ailleurs, hein. C'est à avenue du Sucier, à côté de la MDPH, j'espère que vous connaissez. Et puis vous allez pouvoir trouver directement les informations que vous voulez. En tout cas, après, maintenant, si vous voulez aller dans un club lambda, c'est-à-dire... Si vous voulez, par exemple, développer quelque chose, en fait, vous pouvez aussi aller, vous, dans un club, dans votre club chez vous, et en fait, de dire, bah, écoutez, moi, je veux bien, à votre président, je veux bien m'investir sur quelque chose, j'aimerais m'investir autour du handicap, etc. Je sais qu'il y a un IME, qu'il y a quelque chose à côté, il y a moyen de développer, je me mets en lien avec le comité, puis il y a moyen de faire quelque chose. Ça, ça s'appelle du développement. Ça n'existe pas, mais c'est vous qui voulez le créer. C'est possible aussi. Je vais pas être long, mais je fais un peu de promo. Vous pouvez aussi vous interroger directement les collectivités. En fait, on est bien placé pour connaître les activités de ce qu'il y a dans sa ville, et parfois qui ne sont pas référencées dans les guides, soit par méconnaissance, ou soit parce qu'ils n'ont pas envie. Parce qu'on parle beaucoup de sport fédéral, mais dans des associations, on n'est pas obligé d'être fédéré non plus à la fédération de tutelle. Et on a beaucoup de gens qui sont juste adhérents d'une association et qui peuvent aller dans un club pratiquer. Et promo, il y a aussi certaines villes qui investissent beaucoup dans le sport, comme celle dans laquelle je travaille, qui ont leur propre activité municipale et qui proposent aussi ce type d'activité pour toutes les personnes, et y compris les personnes qui porteraient un handicap. Il me semble qu'il y avait une question dans le fond. Non, vous n'avez pas levé la main. Ok, ça marche. Du coup, moi, je vais parler pour la Fédération française de badminton. Nous, le sport, il s'est développé par le côté de la performance. Donc, en fait, on a eu des athlètes qui ont fait des résultats et tous les moyens ont été mis là-dessus. Et là, depuis 4-5 ans, on est en train de réfléchir. Le développement, c'est important. Et nous, c'est un gros frein parce que la fédération n'a pas encore défini les clubs qui accueillent le parabad. Donc, il y a quelques clubs qui sont dans le handisport. Mais en fait, nous, régulièrement, en fait, je m'occupe de l'adresse mail générique où on reçoit toutes les questions sur le parabadminton, et la question la plus récurrente c'est je veux pratiquer du parabadminton, où est-ce que je dois aller? Et en fait faut appeler les clubs un par un pour savoir s'ils ont des créneaux spécifiques, donc ça, nous c'est un réel frein. Et donc il y a un agent de développement qui a été embauché à mi-temps sur le paras, et ça fait 1 an et demi, et donc pour moi c'est l'une des premières missions, c'est réussir à savoir qui peut accueillir du parabad. Alors après, quand on a des joueurs debout, donc par exemple l'ENA, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer dans un créneau valide. Quand on a des joueurs en fauteuil, c'est plus compliqué. Donc nous, on a un gros travail à faire là-dessus, quoi. J'aimerais réagir, s'il vous plaît. C'est qu'on se rend compte qu'on peut encadrer peut-être du parasport, mais est-ce que vous, au niveau fédéral ou de votre côté, vous participez à la formation de ces peut-être enseignants APA ou éducateurs pour justement faire du bon travail ou du travail spécifique ou adapté vers la performance physique, du coup pour le parasport en général, donc badminton ou ping-pong ou... Pardon. Moi j'aurais bien... Oh là, ping-pong, ça c'est dur. Je viens d'Annebon en plus, il y a un super ping center en plus. Et du coup, comme je l'ai dit au début, nous on a mis en place un diplôme d'initiateur parabad 1 ou 2 fois dans l'année pour accueillir justement un public, réussir à l'intégrer quand on a des joueurs en fauteuil. Donc nous, ça fait 7 ans que ça existait, après ça a disparu sur le Covid, et là ça fait 3 ans que je le reprends. Donc voilà, nous c'est une formation qui est disponible sur le site avec les dates, et c'est aussi financé par l'AFDAS. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Juste sur les... Excuse-moi.
Pardon, excusez-moi. Allez-y. Juste sur les formations, moi j'enseigne le baskin au STAPS à Nantes en L2 APA. Donc ça permet de montrer comme exemple un sport inclusif. Je pense que ce serait intéressant qu'il y ait plusieurs facs qui puissent le faire, effectivement qu'on intervienne directement dans les licences ou masters. Voilà, pas forcément un UE entier, mais en tout cas pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Et du coup, moi j'amène des élèves de l'IME sur ces moments-là. Et c'est un grand moment pour eux de venir faire du sport avec les étudiants APA. Je pense que c'est vraiment du donnant-donnant. Donc c'est des choses intéressantes. Je peux juste ajouter quelque chose là ? Non. Si, c'est bon. Juste pour revenir, ça me fait penser justement par rapport au frein de tout à l'heure. Effectivement, par exemple, Handisport on peut faire des sensibilisations sur l'utilisation d'un fauteuil, sur du non visuel aussi, etc., etc. Nous, pour faire de la sensibilisation au sport adapté, c'est beaucoup plus compliqué parce que comment se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en déficience intellectuelle ou a des troubles psychiques ou a un TSA, c'est hyper compliqué. Donc en fait, nous, les sensibilisations sont forcément en lien direct avec notre public. Ce qui fait que ça peut mettre un peu plus de temps effectivement à mettre en place des choses et c'est pas du one shot, il faut un accompagnement à côté, ce qui est pas forcément super simple à mettre en place, mais ça se fait bien souvent. Juste pour revenir sur le cas de la formation, je vais faire aussi un peu la promo moi, du volley assis. La Fédération française de volley a récupéré la délégation en 2017. Avant, c'était la Fédération française handisport qui gérait cette discipline. Depuis 2017, il y a eu l'émergence de clubs. Alors, c'est pas énorme. Hein. Il y a un club qui n'est que volley assis en France. Tous les autres, ce sont des clubs de volley qui ont créé une section. Il y en a un peu plus d'une cinquantaine aujourd'hui, et ce qui représente à peu près 500 pratiquants. Et sur les 500 pratiquants, il y a 50% qui sont des personnes classifiables. Donc classifiables ayant un handicap leur permettant de pouvoir pratiquer au moins en championnat de France. Donc une de mes missions, c'est pas que l'entraînement de l'équipe de France, mais une de mes missions, c'est justement la formation de ces encadrants, c'est-à-dire des bénévoles, et leur permettre des bénévoles, mais aussi d'intervenir sur les BPGEPS ou les DEGEPS pour leur permettre d'intervenir au sein des structures et de monter des sections au sein de leur club. Donc depuis maintenant 3 ans, la fédération a créé un module de formation pour amener au moins jusqu'à la découverte de la compétition. Voilà. Et à titre, je continue sur la promo, excusez-moi. 3 clubs en Bretagne. 4, allez, je compte Nantes, pas trop la Bretagne, mais 4 clubs. Nantes, Quimper et Lannion et le Serpolbert à Rennes, en partenariat avec le Handisport Rennes Club. C'est aussi des possibilités. On l'avait fait à Quimper, il y avait le comité départemental et le Quimper Volley. J'ai eu la chance de pouvoir le refaire en revenant sur Rennes avec le Handisport Rennes Club. Souvent, créer une section quand on est... créer une section même parasport, c'est pas simple. Il faut s'appuyer sur les structures qui connaissent le sport et le handicap. Et en l'occurrence, pour nous, c'était la Fédération Handisport, c'est le CD et c'est le Handisport Rennes Club. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec ces institutions si vous voulez monter des structures. Voilà. Très bien, on va passer à la dernière question avant la pause. Ma question, c'est plus pour Loris. En tant qu'enseignant d'activité physique adaptée, tu travailles du coup dans du badminton de haut niveau. Et du coup, les personnes que tu entraînes, tu les considères un peu comme des patients ou alors comme des sportifs de haut niveau? Alors, je pense que quand j'ai commencé, je les considérais plutôt comme patients, au début. T'étais pas là? Elle était pas là. Mais si, parce qu'il y a un historique. En fait, quand j'ai commencé le parabat, c'était pas aux Jeux paralympiques. Donc, on était aussi beaucoup dans l'aspect justement social, partage. Quand c'est passé aux Jeux paralympiques, on nous a donné des moyens, mais après on nous a dit par contre, il y a des comptes à rendre, faut faire de la perf. Et donc, plus on a avancé, plus on va dire notre objectif c'était vraiment de la perf. Donc, aujourd'hui, j'ai des athlètes, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, ils ont
je pense que Léna pourra donner son avis, mais je pense qu'ils n'ont pas envie de se sentir patients, ils ont envie de se sentir athlètes, parce que d'abord, c'est les résultats sportifs. Voilà, après, j'ai l'impression que ça va dépendre aussi du sport et de handicap. Nous, on a quand même un sport avec des petits handicaps. Est-ce que quelqu'un qui est coach de la boccia aurait le même discours que moi? Je suis pas forcément sûr, parce que ça peut être la tétraplégie qui nécessite un soutien quand même beaucoup plus important. Donc voilà, moi j'ai vraiment des athlètes au quotidien. Là à Nantes j'en ai 9 et jamais je viens et je me dis c'est des patients, sauf à la limite dans le cas d'une blessure où là on touche un peu plus le côté réathlé. Léna du coup pendant 1 mois et demi j'étais plus enseignant à pas que coach, mais 1 mois et demi sur 6 ans, voilà, ça représente pas grand chose. Très bien, merci. Pour ma part, je suis enseignant APA à l'hôpital de Saint-Malo sur le neurolocomoteur, donc pas du tout avec le même public que je peux avoir sur le sport adapté. Donc la semaine, je mets ma blouse blanche, mais le week-end, en fait, enfin même les soirées, j'ai plus de blouse blanche, en fait. Donc il y a le côté, effectivement, c'est des patients, ils sont là pour de la rééducation, il y a un objectif qui est rééducatif, réadaptatif, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, derrière, mon rôle en tant qu'enseignant APA au sein de l'hôpital, c'est de les amener aussi vers de la pratique. Par contre, en milieu associatif, mon rôle n'est plus du tout, j'ai plus du tout la casquette paramédicale, enfin, de toute façon on ne l'a pas, mais sur une casquette avec milieu hospitalier, mon rôle, c'est que le sportif se sente bien dans sa pratique et qu'il puisse, selon ses envies, selon ses possibilités, puisse accéder à l'activité de son choix et à mon tour de l'accompagner vers ces objectifs-là. Donc, pour ma part, patient et sportif, ça a rien à voir. Ça a strictement rien à voir. Travaillant en IME, c'est des élèves. Quelquefois ils sont blessés, quelquefois ils vont moins bien. Donc là, on a plus d'attention, on fait plus attention avec l'équipe paramédicale. Et pour ce qui est du baskin, c'est des pratiquants, comme n'importe qui, ils viennent faire du baskin. Pareil, quelquefois ils sont blessés, quelquefois, mais la majorité du temps non, heureusement. Donc je pense que c'est pas l'enseignant APA, c'est tellement varié nos métiers. Donc j'imagine quand on est en rééducation, oui, on a des patients, mais quand on est dans le monde de club, parasport et tout ça, là on a affaire à des sportifs, que ce soit des loisirs ou compétitifs. Ok, merci beaucoup pour ces échanges. Du coup, on va faire une courte pause et puis on se retrouve après la pause. Ah, vas-y Antonin. Du coup, petite question pour Loris. Je voulais savoir, ce que tu as dit que on t'avait demandé de rendre des comptes pour la performance. Je voulais savoir qu'est-ce qui a changé du coup dans ta prise en charge de passer de faire de l'activité physique adaptée à une notion de performance avec des athlètes ou patients du coup. En fait, j'ai dû vraiment travailler sur le côté très entraînement, tout ce qui est planification, prépa physique, prépa mentale, mettre un entourage en place sur la perf. En fait, on nous a donné plus de moyens et après on nous a dit avec tous ces moyens-là, vous devez créer vraiment un environnement de perf. Après ça s'est senti aussi, je veux dire, dans les tournois. Par exemple, les 2 premières années, tout le monde était copain avec tout le monde, les joueurs entre eux, il y avait une grande fête à la fin. Tu vois, il y a vraiment un aspect social qui était hyper important. Quand c'est arrivé aux Jeux paralympiques, on a perdu un peu ça au profit de maintenant c'est mes adversaires et donc je vais pas faire une soirée à chaque fois. Voilà, c'est dans l'accompagnement des athlètes, mais c'est aussi dans l'esprit des athlètes et l'esprit des entraîneurs que ça a changé. Et où est-ce que tu as trouvé les ressources justement pour passer sur de la performance sportive, étant donné que tu as dit tout à l'heure que vous étiez un peu les pionniers dans la performance du handisport? Du coup, j'ai passé un DES, donc un diplôme d'état supérieur, donc propre à l'entraînement de haut niveau. Les séminaires avec l'ANS aussi m'ont vraiment permis de monter en compétences parce qu'ils proposaient sur le moment des temps d'échange, des temps de formation avec les plus grands noms du sport dans tous les environnements, que ce soit au niveau prépa physique, prépa mentale, etc. Et après, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Sur le terrain, tu vois, on a revu beaucoup l'intensité des entraînements,
Malheureusement, tu vois, vu que c'est très expérientiel, ça nous arrive de, tu vois, faire trop de charges d'entraînement. Léna, elle pourra même en parler. Tu vois, d'aller un peu trop loin dans la gestion de l'environnement pour qu'on augmente les entraînements. Malheureusement, ça passe un peu par là. Tu vois, se tromper, mais essayer d'apprendre pour continuer d'être meilleur. Et j'espère qu'un jour, on pourra écrire des choses pour permettre à d'autres entraîneurs d'anticiper ça, plutôt que nous, en fait, se tromper. Oui, c'est ça, comme tu dis. En fait, il y a eu des erreurs au début. Autant c'était de la découverte, en fait. Moi, je suis arrivée direct dans la partie où c'était déjà programmé dans la performance. J'ai pas connu le avant. Et du coup, le avant pour moi, c'était jouer avec les valides, alors que j'avais un handicap et c'était tranquille en interclub. Et puis là, moi, j'arrive, je reprends le sport via le handisport. Et en fait, je passe de aucun entraînement à une charge d'entraînement importante. Et le fait que il y avait des objectifs de performance. Ma première compétition internationale, c'était la première compétition de qualification pour Tokyo. Donc je suis arrivée direct dans le truc. Et en fait, il y avait aussi une pression, de la Fédé ou autre qui demandait des résultats aussi. Et je pense que sur les épaules des entraîneurs, ça devait être quelque chose d'assez assez lourd. Et je pense que les joueurs le ressentaient aussi. Et en fait, il y a tout une jauge à mettre en place pour limiter aussi les blessures dès le début. Parce que nous aussi, en tant qu'athlète, on a envie d'aller le plus loin possible. Mais en fait, on a du mal à écouter notre corps. On ne sait pas jusqu'où notre corps peut aller par rapport à notre pathologie, puisque c'est aussi nouveau pour nous. Donc le fait que toi, tu aies été aussi à pas, en fait, ça a permis aussi de limiter les dégâts, alors que d'autres qui étaient que entraîneurs n'ont pas forcément pu voir les petites choses qui ont pu après se dégrader sur certains autres athlètes, quoi. Du coup, je vais clôturer un truc qui est super important, c'est que il y a 3 ans, l'ANS a mis en place un partenariat avec l'hôpital de Garches, en fait, pour tout ce qui est handicap et performance. Et par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais tout ce qui est en lien avec la spasticité. Donc moi, j'entraîne 3 joueuses neuro, qu'on n'est pas taux neuro. Et du coup, je me posais plein de questions liées à la spasticité. Si on pousse l'entraînement, est-ce que elle va avoir plus de spasticité? Et si on augmente le groupe musculaire, est-ce que ça sera encore plus spastique? Et pendant des années, en fait, j'ai pas eu de réponse. Et quand on a eu ce partenariat avec l'hôpital de Gare, j'ai pu rencontrer un médecin, lui poser toutes les questions avec la spasticité. Donc voilà, moi ça m'a vraiment aidé. Donc ça c'est une belle amélioration. Et du coup le partenariat il continue, ce qui nous permet de pouvoir répondre à nos questions en fait, ou alors pas du tout, mais au moins on sait qu'on a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et du coup moi je vais vous quitter. Donc vas-y. Oui, complètement. Par contre, il y a un nombre de handicaps qui est très conséquent, donc voilà, tu vois, ça va prendre du temps. C'est sûr que moi, si je pouvais avoir un document sur la spasticité et la haute perf, ça serait royal pour nous, parce qu'on a beaucoup de pathologies neuro, mais vous connaissez très bien le nombre d'handicaps qu'il y a, donc on n'arrivera jamais à avoir une étude pour chaque handicap, mais il faut bien commencer. En tout cas, oui, ça serait important. Promis. Juste petite remarque, le parasport en France, on a des années de retard, tout ce qui est recherche par rapport à d'autres pays. Je prends toujours le même exemple, celui que je connais et que je maîtrise. La participation du volley assis aux Jeux Paras, c'est 1980. Il y a des championnats professionnels dans le monde. Il y a donc des athlètes qui sont payés pour faire cette discipline. Alors qu'en France, on a un championnat avec 9 clubs, et bien sûr non professionnels. Il y a des études, il y a une quarantaine d'études dans le monde. La Pologne fait beaucoup d'études sur le volley assis. En France, on n'a pas grand-chose. Ça commence à venir. L'ENS va travailler sur la gestuelle de l'attaque en fonction du handicap.
parce que j'ai une amputation à droite et je suis droitier, à gauche, enfin voilà, j'en passe. Mais on a beaucoup de retard là-dessus par rapport à certains pays qui sont très développés. Les Pays-Bas est un pays, l'Angleterre, mais ils sont aussi à l'origine du parasport et des parasports. Donc voilà. Mais il y a du travail pour ceux que ça intéresse, surtout pour la haute performance. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là du coup pour la pause. On se retrouve à 15h25, sauf Loris du coup qui doit s'en aller. Bonne continuation tout le monde. Moi juste un petit message, c'est continuer à pratiquer en bénévole pendant votre formation parce que c'est ce qui vous différencie en fait en sortie de diplôme. En tout cas moi ça a fonctionné. J'ai passé beaucoup de temps même pendant mes périodes de vacances à faire du bénévolat et en sortie de diplôme j'ai l'impression que c'est ça qu'on cherche. Donc voilà, je vous pousse à aller dans les assos, pratiquer pendant vos études et ça permet de pas se retrouver au chômage à la fin du master. Merci beaucoup. On se retrouve à 25 ici du coup. Ok, bon du coup on va reprendre un peu le débat à la table ronde. Et on va commencer avec une question qu'on avait pendant le WooClap, qui était vers la fin du WooClap, qui est grosso modo en quoi le parasport permet l'inclusion des personnes en situation de handicap et en quoi l'enseignant APA peut y contribuer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ok, l'inclusion. Grand questionnement sur l'inclusion. Déjà au niveau des termes, est-ce qu'on parle d'inclusion sociale, d'intégration, d'inclusion? Ça, je vous laisse voir ça, vous, étudiants, de votre côté, sur les différentes définitions. Maintenant, l'inclusion. Comment on le voit, nous, au sport adapté? Alors, on va être un petit peu, peut-être, différent de comment vous le concevez. Pour nous, l'inclusion, c'est pas du tout d'aller pratiquer en milieu de droit commun. Pas du tout. Nous, l'inclusion, c'est de permettre en fait aux sportifs d'accéder pour nous, l'inclusion, en fait, clairement, c'est de permettre aux sportifs de vivre la passion du sport dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que c'est pas simplement la partie activité physique, que ce soit compétition, loisir ou activité motrice, c'est aussi tout ce qui est à côté, c'est-à-dire la partie